L'eau glacée a été la dernière chose que j'ai ressentie avant que le monde ne disparaisse. Froide comme de la pierre, envahissant mon corps tout entier, et puis rien. Pas un sommeil, pas un évanouissement comme ceux que j'avais connus avant. Quelque chose de complètement différent. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer avec les mots justes, même après toutes ces années, même si j'ai essayé des milliers de fois. J'avais 17 ans. Je voudrais que vous vous arrêtiez un instant sur ce chiffre. 17 ans. J'étais une gamine. Je croyais tout savoir. J'avais cette confiance bête et légère qu'on a quand on est jeune, cette certitude stupide que rien de grave ne peut vraiment vous arriver. Je me trompais du tout au tout, et de la manière la plus bouleversante qui soit. Tout a commencé comme ce qui ressemblait à un vendredi soir ordinaire, du moins ordinaire selon les standards que j'avais à l'époque. J'étais sortie avec une amie à moi, une fille que je connaissais depuis l'enfance, qui habitait près de chez moi dans un quartier de la banlieue lyonnaise. On n'était pas vraiment les filles les plus protégées du coin. On séchait les cours, on traînait dans des endroits où on n'avait rien à faire. Ce soir-là, on s'est retrouvés dans un bar de billard, le long d'une avenue pleine de kebabs et de petits commerces. Le genre d'endroit où personne ne vous demande votre carte d'identité tant que vous ne faites pas trop de bruit. On a commencé à jouer avec des gars plus âgés, et très vite, ils payaient les consommations. Il y avait 2 types d'environ 22-23 ans, et un troisième qui en avait à peu près 25. Ils étaient sympathiques, décontractés, avec cet air légèrement calculé de ceux qui ont déjà fait ça d'autres fois. Mon ami était aux anges. Moi, je suivais parce que c'est ce qu'on fait à 17 ans quand on n'a encore rien appris. J'ai bu bien plus que je n'aurais dû, vraiment beaucoup trop, et avant que je m'en rende compte, la salle tournait et j'avais besoin des toilettes juste pour me tenir debout. Je me souviens d'avoir agrippé le bord du lavabo et de m'être regardée dans le miroir en me sentant vraiment mal. Mon ami est entré et m'a dit que les gars voulaient qu'on revienne. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que j'avais besoin d'une minute. Et c'est là que les choses ont commencé à prendre une direction que je ne comprenais pas. Elle m'a parlé d'un hôtel tout près, a dit qu'elle pensait que si je sortais de l'air chaud et enfumé du billard et que je pouvais m'allonger quelque part, j'irais mieux. Elle a dit qu'un bain froid me dessoulerait plus vite que n'importe quoi d'autre. Elle riait un peu en disant ça, me grondait, me traitait de chochotte, disant que j'allais gâcher la soirée pour tout le monde. Je ne voulais rien gâcher. Je ne voulais pas être un problème. Alors, je les ai laissés me prendre par le bras et m'emmener jusqu'à la voiture. L'hôtel était à peut-être 2 ou 3 kilomètres. Un motel banal au bord d'une route, sans rien de remarquable, des murs beiges et une lampe qui clignotait près de la fenêtre. Mon amie a ouvert le robinet d'eau froide. Elle continuait à parler, animée, pendant que je me déshabillais et que je m'installais dans la baignoire. Et là, elle a mentionné qu'il y avait quelque chose posé sur le bord de la baignoire. Elle a dit que ça allait me remettre d'aplomb, que je me sentirais mieux. Je n'ai pas posé les questions que j'aurais dû poser. Je n'ai pas réfléchi clairement à ce que ça voulait dire. J'avais 17 ans, j'étais ivre et mon cerveau fonctionnait déjà au ralenti, et j'ai fait ce qu'elle me suggérait. Au moment où ça m'a frappé, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Mon visage s'est engourdi presque immédiatement. Pas l'engourdissement tiède et doux de l'alcool,
mais quelque chose de plus tranchant et de plus total. Mon nez s'est mis à saigner des 2 narines, et je me souviens d'avoir pressé un gant de toilette contre mon visage en pensant « c'est terrifiant ». Mais en même temps, une vague d'engourdissement se répandait dans mon cerveau, une sorte d'euphorie qui rampait sous la peur et l'étouffait. Je me suis recalée dans la baignoire. L'eau froide m'a recouverte. J'ai gardé le tissu contre mon visage. Et je me suis dit que je n'avais qu'à tenir, que ça allait passer. Ça n'a pas passé. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblait ce moment de basculement vu de l'extérieur. Je sais, d'après ce que j'ai reconstitué par la suite, que mon cœur s'est arrêté. Ce que j'ai ressenti de l'intérieur, c'était une sensation de couler, non pas dans la baignoire, mais à travers elle. Comme si la gravité s'était inversée et me tirait vers le bas, à travers le sol même de mon propre corps. Ce n'était pas violent, ce n'était pas douloureux, c'était lent, doux et absolument certain. Je n'ai vu aucune lumière, aucun tunnel blanc, rien qui ressemble à ce qu'on voit dans les films. Ce dans quoi je me suis enfoncée, c'était une obscurité complète et totale. Une obscurité si dense que je savais que si j'avais tendu la main à 2 centimètres de mon visage, je ne l'aurais pas vue. Et pourtant j'étais toujours là, complètement, entièrement, indéniablement là. Le mot obscurité ne suffit pas, parce qu'on l'associe à la nuit, aux yeux fermés, à quelque chose de temporaire. Ce n'était rien de tout ça, c'était un endroit. Et le temps ne fonctionnait pas là-bas comme il fonctionne ici. Ici, le temps est le mouvement des choses, l'aiguille qui tourne, la lumière qui change, le cœur qui bat. Dans cet endroit, il n'y avait rien de tout ça. Alors, quand je dis que ça m'a semblé durer des semaines, je veux dire que ça m'a vraiment semblé représenter une période immense, même si je n'avais aucun moyen de la mesurer, aucune horloge d'aucune sorte. Je n'ai pas ressenti de tourment. Je tiens à être claire là-dessus. Je n'avais pas mal, je ne brûlais pas, je ne souffrais d'aucune façon spectaculaire. Ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de plus silencieux et presque plus dévastateur que ça, une séparation totale. De tout, de la chaleur, d'une présence, du sentiment qu'il existait quelqu'un ou quelque chose là-dehors qui faisait attention à moi. Et dans cette absence, une pensée a surgi en moi qui semblait la chose la plus vraie que j'ai jamais comprise, que je n'avais personne qui allait me manquer, que je n'avais aucun but réel, que je m'étais laissé porter par la vie sans savoir pourquoi j'étais là, et que maintenant, j'étais dans cet endroit sombre, et ça semblait presque approprié, presque comme quelque chose vers lequel je me dirigeais déjà sans m'en rendre compte. Sauf qu'il y avait une chose, un seul fil auquel mon esprit continuait de revenir. Ma grand-mère, la mère de mon père, une petite femme avec une cuisine chaleureuse et des mains qui sentaient toujours légèrement la lavande. Elle m'avait aimée d'une manière qui semblait inconditionnelle et sûre, dans une vie qui n'en avait pas toujours offert beaucoup. J'étais sa seule petite fille qui avait survécu, et elle me faisait ressentir ce fait, non pas comme un fardeau, mais comme quelque chose de précieux. Elle me chantait des chansons. Elle m'emmenait au catéchisme de son église quand j'avais une dizaine d'années, le mercredi soir, où les enfants chantaient et apprenaient des versets par cœur.
je me suis souvenu d'être assise sur ces petites chaises et de chanter « Jésus m'aime, oui, je le sais ». Dans cette obscurité, j'ai commencé à penser à ça. S'il aime les gens, s'il les aime vraiment, peut-être qu'il m'aimerait moi aussi. Peut-être même ici, même maintenant, même dans cet état. J'ai commencé à chanter intérieurement, pas à voix haute, parce que je n'avais pas de voix, pas de corps, pas de souffle. Mais dans mon esprit, faute d'un meilleur mot, j'ai commencé à porter cette chanson. Jésus m'aime, oui, je le sais. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit à l'instant même où je l'ai fait. J'ai commencé à me déplacer vers le haut. C'était aussi immédiat et indéniable que la gravité. Au moment où cette pensée s'est élevée en moi, je me suis élevée avec elle. Et tandis que je remontais à travers ce par quoi j'étais descendue, quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Une reconnaissance que je n'avais pas été abandonnée, que j'avais seulement oubliée, que j'étais déjà aimée, que je l'avais toujours été et que je l'avais d'une certaine façon perdu de vue dans le bruit de la vie. Je suis remontée par l'obscurité, à travers la baignoire, et j'ai continué à monter. J'ai traversé le plafond, ce qui ressemblait à 2 étages d'air libre, et je regardais en bas. Je pouvais voir mon corps là dans la baignoire, immobile et pâle, et j'ai pensé très clairement, je ne veux pas mourir comme ça, pas ici, pas de cette façon. Et alors, il y avait quelqu'un à côté de moi, à ma droite, une présence que je ne peux décrire que comme radieuse. Je ne pouvais pas voir de visage. La lumière qui émanait de cette silhouette était trop intense pour ça. Mais je le connaissais. Pas de la façon dont on reconnaît quelqu'un du quartier. Je veux dire qu'il y avait une familiarité dans tout mon être, le genre de reconnaissance qui vit plus profondément que la mémoire, qui semble ancienne. Il m'a parlé, et il y avait de la chaleur dans sa voix, quelque chose de presque doucement amusé. Il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit que je ne savais pas, et il a dit, très simplement et avec une certitude absolue, que je n'étais pas censé être là encore, que ce n'était pas mon heure. Nous avons avancé. Devant nous est apparu quelque chose que j'ai encore du mal à décrire, sans sentir que chaque mot reste insuffisant. Le mieux que je puisse faire est de dire que ça ressemblait à un parc, le parc le plus vivant, le plus vibrant et le plus conscient qu'on puisse imaginer. Les verres étaient d'une teinte de vert qui n'existe pas ici. Les couleurs des fleurs, des 2 côtés du chemin, n'étaient pas seulement des couleurs, c'étaient des présences. Tout dans cet endroit avait une conscience. L'herbe savait que je marchais sur elle. Les arbres étaient conscients. Il y avait des bancs, et au-delà du parc, montant par-dessus une colline, je pouvais voir le sommet de flèches de cristal, comme le faîte d'une cité faite de lumière. Ça scintillait, de la façon dont la chaleur scintille sur le bitume en été. Je ne pouvais pas voir à l'intérieur, seulement en direction, seulement la suggestion de ce que c'était. Plus je m'éloignais de mon corps, plus je ressentais de joie. Et cette joie ne ressemblait à aucune joie que j'avais connue dans la vie. Ce n'était pas une émotion qui traversait quelque chose en moi. C'était quelque chose dans lequel je me fondais. Je devenais elle. Tout ce que je rencontrais, j'en devenais une partie. Je restais complètement moi-même et en même temps reliée à tout ce qui m'entourait d'une manière qui n'avait ni bord
ni séparation. Il m'a montré quelque chose à ce moment-là. C'était comme un dossier qui s'ouvrait devant moi, et à l'intérieur se trouvait ce que je ne peux décrire que comme des accords, des contrats, mais pas du genre froid et juridique, plutôt des intentions, des arrangements conclus entre âmes, y compris la mienne. Il y en avait des centaines, s'étendant en diagonale devant moi, et chacun montrait quelqu'un avec qui j'étais lié, quelque chose que nous allions faire ensemble ou l'un pour l'autre. Certains étaient pour mon bien, d'autres étaient pour le leur. Il ne m'a pas forcé à les regarder. Il ne m'a pas dit que je devais rentrer. Il me les a juste montrés tranquillement, en m'expliquant que si je choisissais de rester, si je laissais l'overdose terminer ce qu'elle avait commencé, ces accords se briseraient. Les gens seraient redirigés. Quelqu'un d'autre devrait se présenter, où les moments n'arriveraient jamais. Je lui ai dit que je ne voulais pas rentrer. Je le pensais sincèrement, complètement. Je lui ai dit que je ne savais même pas ce que j'étais censé faire là-bas, quel en était le sens. Et il m'a dit quelque chose que je retourne dans ma tête depuis lors, à quoi je reviens au milieu des moments ordinaires, dans des pièces silencieuses, dans l'espace qui précède le sommeil. Il m'a appelé mon rayon de soleil, et il a dit « Tu sais déjà ». Mais ce n'est pas encore le moment. Il a dit que ceux qui auraient besoin de me trouveraient grâce à ma voix, que ma voix m'avait été donnée pour une raison et que ceux qui en auraient besoin seraient attirés vers elle le moment venu. J'ai pris ma décision. Pas pour moi-même, c'est là la vérité honnête. Si ça n'avait été que pour moi, j'aurais peut-être choisi de rester. Je l'ai prise à cause de ces contrats, à cause du sentiment que quelque chose en moi était nécessaire, que les gens liés à ces accords n'avaient pas encore reçu ce que nos âmes s'étaient promises mutuellement. C'était la décision la plus sobre et la plus lucide que j'ai jamais prise au cours de mes 17 ans de vie, et je l'ai prise dans un endroit au-delà de la terre, tandis que je regardais de là-haut mon propre corps dans une baignoire de motel, quelque part en banlieue lyonnaise. Il a simplement dit quelque chose, un mot doux, comme une confirmation bienveillante, et j'étais de retour. Pas tiré en arrière, pas traîné, juste instantanément reconnecté, comme un fil qui se serait détendu et se retendrait d'un coup. Je suis entrée par le dessus de la tête, ou peut-être par la bouche, je ne suis pas certaine, mais c'était par le haut, pas de la façon dont j'étais sortie par la colonne vertébrale. Et puis le froid m'a frappée. L'eau glacée a été la première sensation physique réelle, la première preuve que mon corps était réel et de nouveau mien. Je ne m'y adaptais plus très bien. C'est la seule façon que j'ai de le décrire. Comme un manteau qu'on aurait retaillé pendant qu'on ne le portait pas. Trop petit, trop dense, trop limité. Mon âme semblait immense et le corps pouvait à peine la contenir. Je me suis extirpée de cette baignoire. J'ai enfilé mes vêtements sans me sécher, tremblante, les lèvres violettes, la peau pâle comme de la craie. Et j'ai trouvé mon ami et je l'ai saisi et je lui ai dit que je venais de mourir, qu'elle devait arrêter, qu'elle ne devait plus jamais toucher à ça. Elle a ri de moi. Elle a dit que j'étais juste trop défoncée. Je n'avais pas encore les mots pour lui faire comprendre ce que je savais, alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai marché jusqu'au bout de la rue et j'ai utilisé une cabine téléphonique. C'était à la fin des années 90. Il y en avait encore dans les rues.
et j'ai appelé ma tante pour qu'elle vienne me chercher. J'ai essayé de parler de ce qui s'était passé. Je suis allée aux réunions de catéchisme que j'avais commencé à suivre récemment et j'ai tenté d'expliquer. On m'a dit que c'était un acte de Dieu et on s'en est tenu là. J'ai parlé à des prêtres, à des responsables de paroisse dans les mois qui ont suivi, et ils continuaient à tout attribuer à la drogue, à renvoyer toute l'expérience à la substance. Je l'ai rejeté complètement. Je savais ce que j'avais vécu. J'avais été plus sobre et plus lucide et plus génuinement consciente en dehors de mon corps que je ne l'avais jamais été à l'intérieur. Les décisions que j'y avais prises, je les avais prises en pleine conscience. Ça, ce n'était pas discutable dans mon esprit. L'année qui a suivi a été difficile d'une façon que je n'avais pas anticipée. On pourrait penser que survivre à quelque chose comme ça, avoir vu ce que j'avais vu, rendrait tout plus facile, rendrait les problèmes de la vie ordinaire plus petits et plus gérables. Ça n'a pas été le cas. Rien dans ma vie n'avait changé. Ma famille était la même. Mes circonstances étaient les mêmes. Mes difficultés étaient exactement ce qu'elles étaient avant. Sauf que maintenant, je savais ce qui attendait de l'autre côté. Je savais que c'était beau et paisible et plein de connexions. Et je devais quand même être ici. Je devais quand même traverser toute la difficulté et la confusion d'être humaine. Il y avait une sorte de deuil dans ça, et beaucoup de dépression, et une anxiété que je n'avais pas avant. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qui ne m'a jamais quittée, pas une seule fois, au milieu de tout ça. La certitude absolue que je n'étais pas seule. Quelle que soit la présence qui avait été avec moi dans cet espace, quelle que soit cette figure qui s'était tenue à ma droite et m'avait parlé avec cette chaleur et cette lumière, elle n'était pas restée là-bas. Elle était revenue avec moi d'une certaine manière. Je pouvais la sentir dans les moments où les choses devenaient les plus sombres, une solidité sous le chaos, la sensation d'être tenue, même quand je ne pouvais rien montrer du doigt qui l'explique. Environ 15 mois après cette nuit-là, j'ai reçu une bourse complète pour l'université, avec le logement et un emploi inclus. C'est apparu de manière aussi claire et spécifique que si ça avait été arrangé à l'avance, comme si quelque chose avait déplacé des pièces sur un plateau pour s'assurer que j'arrive à cette porte précise, à ce moment précis. J'ai pensé au contrat à ce moment-là. J'y ai beaucoup pensé. Je pense à la mort différemment maintenant de la plupart des gens. La mort n'est pas ce que je croyais qu'elle était. Nous ne sommes pas ces corps. Je le sais avec la même certitude que je connais mon propre prénom. Nous sommes quelque chose qui habite ces corps pendant une période spécifique et avec un but, et cette chose ne peut pas être touchée par la mort. Elle ne s'arrête pas, elle va quelque part. La partie qui s'inquiète et panique et bavarde et s'obsède, l'ego, l'anxiété, le bruit intérieur, cette partie-là se dissout avec le corps. Et honnêtement, j'ai trouvé là davantage de soulagement que de peur. Toute la peur que nous portons, cette angoisse constante et sourde de ne pas être assez, de ne pas être aimé, de manquer de temps, c'est l'ego. Et l'ego a une terreur absolue de la mort, parce qu'il sait qu'il est la seule partie de nous qui se termine vraiment. Mais ce qui reste est entier. Ce qui reste est en paix. J'ai vu cet endroit, j'y ai marché. Je sais ce que ressent l'herbe quand elle sait qu'on marche sur elle.
Je sais ce que c'est d'être inondé par une joie si complète que le mot joie ne l'atteint pas. Je sais ce que c'est que de reconnaître une âme qu'on n'a jamais rencontrée dans cette vie et de ressentir toute la profondeur d'un amour qui était déjà là avant qu'on arrive. Nous ne sommes jamais seuls. C'est ce que je veux le plus ramener et poser devant chaque personne qui l'a jamais ressenti. Chaque personne allongée, éveillée à 3 heures du matin, convaincue que personne ne la voit, qu'elle ne compte pas, que le monde ne remarquerait à peine son absence. Je veux qu'elle sache ce que je sais, que la solitude est l'illusion, que sous elle, sous toute cette séparation et ce bruit et cet égo et cette confusion, nous sommes reliés les uns aux autres et à quelque chose de vaste et de chaud et d'attentif, d'une façon que cette vie rend presque impossible à ressentir. Mais c'est là. Je vous le promets, c'est absolument là. J'ai été de l'autre côté du mur, et ce qu'il y a de l'autre côté, c'est l'amour.